Comme ça a été dit, donc c'est pas un retour de voyage ou un voyage long, puisqu'il a duré 3 ans pour Robert et pour moi. Et donc ce que l'on va vous... Tu fais défiler, Robert. Ce qu'on va vous présenter, c'est pas une analyse, c'est pas une étude, c'est simplement nos impressions, qui sont ce que nous avons ressenti, c'est notre vécu. Ça ne veut pas dire que tout le monde aurait ressenti la même chose. Donc avant de commencer la présentation proprement dite, je vais simplement rappeler le plan de la présentation. Donc on va d'abord très rapidement, c'est un slide chacun, rappeler notre parcours professionnel pour essayer de vous faire comprendre pourquoi on a été en Inde. Ensuite, quelques rappels, mais comme vous avez suivi les 3 conférences précédentes, quelques rappels sur l'Inde pour caractériser ce pays. Et ensuite, on rentre dans les impressions, et la première impression, c'est l'Inde ou les Indes. Donc évidemment, on détaillera tout ça. Comment nous avons vécu nos 3 années de vie professionnelle à Bangalore, et ensuite, juste pour faire envie, mais comme un voyage est déjà programmé, c'est fait, il y aura 6 photos, je crois, 6 ou 7 photos de l'Inde, et pas uniquement de Bangalore, et même pas du tout de Bangalore. Donc mon parcours professionnel est affiché. Donc j'ai fait toute ma carrière chez Alstom, en commençant au siège à Paris en bureau d'études. Et très rapidement, enfin au bout de 4 ans, je suis parti et j'ai installé le premier bureau d'études à Tarbes, Séméac plus exactement, qui était un transfert de Paris sur Séméac. Pour la petite histoire, maintenant l'usine de Séméac Alstom, c'est surtout un bureau d'études et une toute petite usine. Ensuite, donc je suis resté 20 ans à Tarbes, j'ai fait preuve d'aucune mobilité géographique, mais d'une grande mobilité fonctionnelle. J'ai changé beaucoup de postes. Et je suis parti ensuite 4 ans comme directeur du site Alstom d'Ornans. Ornans, c'est près de Besançon, dans le Doubs, qui est dans le jargon Alstom, qui est le centre d'excellence pour la fabrication des moteurs de traction. Donc cette usine, il y a 2 caractéristiques. C'était une usine qui avait à peu près 600 personnes et 300 intérimaires à l'époque, et qui était en charge de piloter l'usine Alstom qui fabrique des moteurs en Chine, qui est une JV. On y reviendra. Ensuite, j'étais muté à Paris en tant que directeur qualité pour le matériel roulant, et je suis parti ensuite 1 an en expatriation à Moscou, chez TMH, Métro Wagonmash. C'est la société, c'est l'équivalent d'Alstom en Russie, et Alstom était actionnaire à hauteur de 40% dans cette société. Donc on est parti comme consultant imposé aux Russes, c'était un peu sportif. Et ensuite, donc 3 ans à Bangalore pour développer le site, contribuer au développement du site de Bangalore. Et pendant cette période, on y reviendra, j'étais directeur d'un site en Inde. Et j'ai terminé ma carrière comme directeur industriel France au siège à Saint-Ouen. Là, je crois que c'est à moi. Je pense. Oui, bonsoir. Alors, c'est bien. Oui. Ouais. Oui, bonsoir. Tu colles au menton. Bonsoir tout le monde. Déjà, pour répondre à une question qui pourrait être posée, je n'ai aucun lien de parenté avec M. Rouge, que vous connaissez par ailleurs. Donc, ça permet déjà de répondre à cette première question. Donc on a un parcours un peu parallèle. D'ailleurs, Jean-Michel Magne, c'est lui qui m'a embauché chez Alstom. Donc, mais on a quand même à certains moments un petit peu divergé. J'ai passé donc 33 ans chez Alstom. Je suis un ingénieur en électronique de puissance, électrotechnique de formation. Donc j'ai commencé en bureau d'études et j'ai commencé sur des jobs techniques. Puis progressivement, je me suis orienté vers de la gestion de projet, gestion de produits. Et voilà, en gros, c'est mon parcours chez Alstom, avec quand même une petite parenthèse à un moment donné. Le site Alstom, que vous connaissez sûrement, il a changé un petit peu de visage. Et j'ai été en charge de coordonner le projet qui a mené à bien cette évolution. Voilà. Donc, ça m'a permis de quitter le monde de l'électrotechnique, de l'électronique, etc. et de fréquenter un monde que je ne connaissais pas, qui est celui du droit de l'environnement, qui est celui de la politique aussi, qui est celui de la gestion immobilière, etc. Et c'est un métier complètement différent, bien évidemment, du job d'électronicien.
Autre particularité, c'est qu'à un moment donné, j'ai quitté Alstom pour prendre en charge la direction d'une petite usine sur Bagnères-Bigorre qui s'appelait Tridelta Parafoudre, qui était une émanation de l'ancien Soulet et qui donc fabriquait des parafoudres qui vivaient à ce moment-là des moments difficiles, et on a permis quand même de sauver la boîte qui aujourd'hui a été rachetée par une autre société, mais en tout cas le personnel et l'activité perdurent, et je pense que très immodestement, j'y suis pour quelque chose. Enfin, et dernier point, j'ai terminé ma carrière après avoir quitté donc cette société Tridelta. J'ai terminé ma carrière chez Alstom, et là j'ai commencé en Inde et j'ai fini à Paris en tant que responsable de la politique offre pour l'activité métro. Voilà, pour l'activité métro et pour les régions Asie-Pacifique et Amérique. C'est à toi, Jean. Oui, merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un slide pour expliquer pourquoi Alstom s'est implanté en Inde. Alors, évidemment, la première motivation, elle est en prise de commande et en livraison. Et pour gagner des parts de marché en Inde et éventuellement en Asie, il faut être un acteur local. Ce qu'il faut bien comprendre dans le milieu du chemin de fer, c'est que ce sont des marchés en général passés par les gouvernements, marchés d'État, si on peut dire. Et donc, la première demande des gouvernants, c'est de dire, c'est bien, je vous passe une commande, mais il faudrait fabriquer chez moi. Et tout le monde voudrait qu'on fabrique chez lui, ce qui n'est pas possible. Néanmoins, l'Asie, c'est un continent, et donc il a fallu avoir une implantation. Alstom avait déjà des implantations en Chine, mais n'avait pas d'implantation en Inde, donc ils y sont venus progressivement. Alors, ça c'était la première motivation. Pourquoi l'Inde? Alors, la grosse différence par rapport à la Chine, c'est que quand on crée une société en Chine, Alstom ne peut pas créer une société dans laquelle il a 100% du capital en Chine. Il doit créer une JV, une joint venture, avec une société chinoise, et des fois, Alstom arrive à être majoritaire, des fois il est minoritaire, ce qu'il n'aime pas beaucoup en général. Donc il y a quelques JV Alstom qui sont en Chine, qui sont majoritaires, et d'autres qui sont minoritaires. En Inde, c'est différent, on peut créer une société dans laquelle le capital est 100% Alstom. Donc ça a été une motivation importante. Ensuite, pourquoi Bangalore? Parce qu'à l'origine, c'est la signalisation, qui n'est pas du tout ma partie, la signalisation ferroviaire qui a commencé à créer un bureau d'études. Et pour créer un bureau d'études qui fait de l'informatique, Bangalore était l'endroit le plus naturel possible. Et ensuite, ce bureau d'études s'est développé énormément, a commencé à faire des études de matériel roulant et ainsi de suite. Et comme il y avait un bureau d'études, ça fait des heures certes, mais ça ne fait pas beaucoup d'heures de production. Des usines ont été créées. Donc 2 usines Alstom ont été créées, une à Sri City, à côté de Chennai, donc sur la côte est, et l'autre à Coimbatore. Coimbatore, c'est le Kerala, hein, dans le Kerala. Tamil Nadu. Tamil Nadu. Donc plus au sud de Bangalore. Donc c'est 2 usines spécialisées, une qui fabrique du matériel roulant, ce qu'on appelle les trains, les métros et ainsi de suite, et l'autre qui fabriquait des composants. Et il se trouve que j'ai été directeur de l'usine de Coimbatore. Et alors cette usine, juste pour expliquer le développement, elle a commencé très modestement, quasiment dans un garage, où elle ne faisait que ce qu'on appelle des faisceaux. Donc elle recevait des listes de câblage, elle coupait des câbles, elle préparait des nappes de câblage, elle mettait des cosses et elle envoyait ça en Europe, à Tarbes en particulier, enfin Séméac en particulier. Et puis elle s'est développée, après ça elle a commencé à faire des chaînes de traction, puis à tester ces chaînes de traction, puis à fabriquer de l'appareillage, puis à fabriquer des moteurs de traction, et maintenant l'usine de Coimbatore, qui a changé au cours du temps, qui a fait au moins 5 déménagements, il y avait un déménagement tous les 2-3 ans à peu près, c'est une usine qui, en termes de charge industrielle de production, est plus grosse que la somme des 3 usines européennes qui faisaient l'équivalent, que sont Séméac, Charleroi et Sesto, et beaucoup plus grosse.
Je crois que c'est du 800 000 heures de charge annuelle, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une énorme usine maintenant. Le bureau d'études de Bangalore, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on est à 2000 personnes ou quelque chose comme ça. Oui, l'ordre de grandeur, oui. 2000 personnes en études à Bangalore. Donc c'est pas des petites implantations pour satisfaire politiquement le gouvernement qui passe commande. Ça comprend la signalisation, hein, quand même. Oui. La signalisation, je ne sais pas si tout le monde comprend la signalisation. Ah, si, parce que j'ai fait un cours sur la signalisation. Bon, voilà. Donc c'est pour vous dire, c'est des implantations lourdes. Le site de Sri City qui fabrique des trains a fabriqué les trains qui ont été ensuite exportés vers l'Australie. Pas vers la Chine parce qu'il y a ce qu'il faut en Chine, mais vers l'Australie, ça a été fabriqué là parce que c'est une base low cost. Donc la deuxième raison, c'est effectivement qu'on arrive à avoir des gens compétents et qui sont pas très chers. L'ordre de grandeur en manufacturing, enfin en fabrication, 15 € de l'heure à Coimbatore, 45 à 50 € à Semerck. Donc même si derrière, et en plus il y a des coûts de transport, quand on parle de quelques milliers d'heures pour réaliser un produit, vous voyez la différence que ça génère. Voilà. Avant de passer au slide suivant, on s'est dit avec Jean-Michel qu'on pouvait faire une session. Oui, j'aurais dû le dire, pardon. Si vous voulez intervenir, poser des questions, critiquer ou faire quelques commentaires que ce soit, vous n'hésitez pas. Hein. Vous le faites maintenant, hein. Ça sera plus interactif. Voilà. Oui. Sur ce, je passe au slide suivant. Voilà, donc quelques rappels sur l'Inde. Donc c'est un grand pays, hein. C'est le 7e pays du globe en termes de surface, avec presque 1,5 milliard d'habitants, une capitale un peu peuplée, 35 millions d'habitants, juste pour les ordres de grandeur, c'est la moitié de la France, quoi, hein, Delhi. Et c'est un État fédéral composé de 28 États. Donc ça, c'est très important pour la suite. Avant de passer à la suite, une petite anecdote fait partie de l'Inde, cet archipel qui s'appelle Andaman et Nicobar. C'est un archipel qui a la particularité d'abriter la dernière peuplade aborigène qui ne connaît pas d'autre peuple qu'elle-même et qui refuse tout contact extérieur. Tout contact avec l'extérieur. C'est un petit peu une pièce rapportée, hein, parce que je pense que du point de vue culturel, ça n'a rien à voir avec le reste de l'Inde. Si tant est que l'Inde, le reste, soit vraiment unifié et uni en termes de culture, hein, puisqu'on va le voir, c'est quand même très très divers au niveau façon de vivre, culture, langue, etc. Rémi ? Situé Bangalore. Alors Bangalore est quelque part par là. Dans le Karnataka, un peu plus bas. Ouais, un peu plus bas, ouais. Ouais, pas vraiment. Bon, allez. Sur le A du Karnataka. D'accord, ok. Là, donc là. Coimbatore est encore plus bas, donc par là. Et Sri City, dont j'ai parlé, doit être par là. Au-dessus de Pondichéry. Oui, au-dessus de Pondichéri. Ancien comptoir français. Entre l'Andhra Pradesh et le Tamil Nadu. Et ça fait partie du Tamil Nadu. Voilà. Donc voilà pour ce rappel. Donc, une caractéristique de ce pays, c'est que c'est un pays immense, on l'a déjà vu, et c'est un pays jeune. Donc là, on vous a mis la pyramide des âges de l'Inde, donc qui a, à mon sens, deux énormes particularités. La première, c'est qu'on voit que la population, la moyenne d'âge est jeune. Hein, on est autour la majorité de la population est entre 30 et 40 ans, on va dire. Et l'autre particularité, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes, ce qui est une anomalie génétique. Et quand on compare par rapport à la France qu'on a mis juste à titre de comparaison, donc évidemment la courbe des âges c'est pas tout à fait la même, mais la proportion homme-femme est complètement différente également. Donc ça c'est une particularité importante, plus d'hommes que de femmes. Alors par contre c'est extrêmement hétérogène parce que il y a des gens extrêmement riches et il y a une grande misère aussi. L'espérance de vie, je n'ai pas cherché la comparaison par rapport à la France, mais elle n'est pas extrêmement élevée. Donc là, je crois que c'est à moi. Donc, on a
intitulé ce chapitre l'Inde ou les Indes pour expliquer les cours que vous avez vus précédemment l'ont déjà bien indiqué que l'Inde en fait c'est pas une société, c'est pas un pays homogène, c'est une société très segmentée et qu'il y a au moins 4 raisons qui poussent au communautarisme. Il y a d'abord tout ce qui est caste, il y a aussi les problèmes d'écart au niveau linguistique, différents groupes ethniques et linguistiques. Il y a la religion, et puis c'est un État fédéral. Donc il y a 4, dans ce sens, 4, on va dire, déterminants qui peuvent pousser à ce qu'on ait un pays morcelé. On va essayer de vous dire maintenant, puisqu'on ne va pas rentrer dans les généralités, mais on va essayer de vous dire comment on a perçu ces différences lors de notre expatriation. Et si on les a perçues. Alors, au niveau des castes, les castes ont disparu, théoriquement, ont été abolies en 1950. Mais il est dit partout que c'est une partition qui continue à être présente en Inde. Pour nous, à Bangalore, très peu perceptible. Très peu perceptible. Quand on dit très peu perceptible, c'est par les Occidentaux. Ce que je voulais rajouter, c'est que certes, officiellement, les castes ont disparu. Néanmoins, les Anglais, avant de quitter l'Inde, ont fait un recensement de la population et ils l'ont fait par caste. Donc ils ont, j'allais dire, presque gravé une répartition par caste. Ce que je rajouterais, c'est que c'est peu perceptible et ça semble un sujet un peu tabou. Parce que quand j'ai questionné mes collègues indiens sur alors les castes, et toi tu es quelle caste, etc. C'est pas un sujet qu'on évoque facilement. J'étais très copain avec mon responsable technique là, avec qui j'avais vraiment établi une relation amicale très poussée. Mais je le sentais même avec lui. J'ai été invité, je l'ai invité, etc. On allait au restaurant, j'ai été invité dans sa famille. On sentait que c'est un sujet. Alors lui, venant de Calcutta, me dit d'ailleurs, à un moment, il me dit, de toute façon, dans le Bengale occidental, les castes, ça n'a jamais vraiment existé. Je ne sais pas si M. Morin sera d'accord, moi, je l'ai pris pour un content, mais on sentait qu'il avait envie d'évacuer le sujet. Néanmoins, et là, au niveau du personnel Alstom technique, donc, qui était autour de nous, que nous fréquentions tous les jours, on avait certaines fois, on avait le sentiment que certaines personnes étaient plus respectées que d'autres. Et en s'en renseignant un petit peu, on découvrait qu'effectivement, ces personnes étaient parmi les castes les plus élevées, brahmanes, etc. Sans parler de ceux, alors là, c'est aussi une façon de s'en apercevoir, dont le nom portait le nom de la caste. Moi, j'avais un gars qui travaillait dans mon équipe qui s'appelait Saravanan Brahmanandam. Là, tout de suite, on savait d'où il venait. Voilà. Autre façon de aussi, quelque part, d'identifier les origines de ce point de vue-là, beaucoup de personnes n'avaient pas de nom de famille. Ou alors, une seule lettre ou 2 lettres, qui appartiennent aux castes les plus basses, qui ont des noms de famille sous forme d'une lettre. Alors, paraît-il, c'est ce que vous m'avez dit aussi, dans le sud, c'est pas forcément le cas. Dans le sud de l'Inde, où nous étions, avoir un nom de famille avec 2 lettres, KJ ou KL, par exemple, ça témoignait de l'origine au niveau du village. Ça pouvait être aussi le témoignage du métier qui était exercé dans la famille, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui était dévalorisant, qui témoignait d'une classe inférieure. Voilà. Mais sinon, peut-être aussi parce que nous étions dans un milieu quand même d'ingénieurs, ou de techniciens supérieurs, ingénieurs, et que c'était une population très jeune, on n'a jamais eu, Jean-Michel, jamais eu vraiment le sentiment
d'une hiérarchie qui s'établissait entre personnes du fait de ses origines, des origines des castes. Voilà. Après, bon, évidemment, il y a les mariages arrangés qui sont, semble-t-il, aussi faits de telle sorte qu'on se marie au sein d'une même caste. On ne va pas choisir une mariée dans une caste inférieure ou supérieure. Et on reste donc, on reviendra sur les mariages un peu plus tard, donc on ne va pas dire plus. Il n'y a qu'une seule caste pour laquelle là, visiblement on avait un écart important, un écart visible, c'est au niveau des Dalits, des intouchables, la gestion des ordures. On voyait très bien que voilà, les ordures, tout ce qui est ordures, c'est impur, et donc c'est vraiment réservé aux intouchables. Ils venaient de toutes les régions de l'Inde? Oui. Ça aussi peut-être. Il y a une mixité à Bangalore, hein, on va le voir, hein, une mixité linguistique, culturelle, avec c'est quand même alors je ne parle pas de l'ensemble de la ville, mais en tout cas les gens que nous fréquentions, et même la ville, du fait que c'est quand même la Silicon Valley indienne, il y a un niveau de vie très élevé, beaucoup plus élevé que le reste de l'Inde. Il y a une classe moyenne, il y a une classe supérieure. Et c'est pas vraiment le visage de l'Inde que si j'ai compris que vous alliez vous déplacer à Bangalore. En allant à Bangalore, vous ne verrez sûrement pas l'Inde profonde, hein, ça c'est clair. Voilà. Deuxième raison d'avoir une société segmentée, les langues. Donc il y a plein de langues en Inde. Hein. Alors les chiffres, là j'ai mis 1300 parce que je suis allé chercher sur Wikipédia ou je ne sais où, mais on trouve plein de chiffres qui circulent. Il y a plein de dialectes, etc. Il y a 22 langues officielles qui sont officiellement parlées pour certaines activités, en tout cas au niveau des administrations dans chaque État. Et bon, on verra qu'il y a quand même deux grandes langues qui sont l'hindi et puis l'anglais. Et donc, il y a deux grandes familles. Hein. Il y a les familles des origines indo-aryennes, donc au nord de l'Inde, la zone rouge. Puis il y a les familles de langue dravidienne, c'est-à-dire tout le sud, le Sri Lanka, etc. Et il y a, et ce qu'on ne sait pas toujours, bon, il y a évidemment aux frontières avec l'Himalaya, etc., et la Chine, il y a les langues d'origine sino-tibétaine, hein, chinoise, on va dire. Et puis il y a une famille que l'on ne connaît pas, là, les austro-asiatiques. C'est une langue qui est commune avec les langues qui sont parlées en Malaisie, en Thaïlande, etc. Et c'est, semble-t-il, la langue qui était parlée à l'origine, et c'est l'ethnie qui était à l'origine présente en Inde avant que l'Inde ne reçoive tout un tas d'envahisseurs, on va dire. Hein. Voilà. Et donc, on a donc 4 grandes familles de langues, 2 majeures, hein, donc les origines, donc l'hindi, et puis les langues d'origine dravidienne. Et dans le sud, donc, on est dans la zone verte, et on parle donc d'une langue d'origine dravidienne. Dans le Karnataka, ça s'appelle le Kannada, et dans la région du bord de côte orientale, donc ici, ça s'appelle donc le tamoul. Voilà. Dans le Tamil Nadu, c'est le tamoul. Donc Coimbatore et Chennai, c'est du tamoul. Bon. Et dans le sud, on n'aime vraiment pas le nord. Et donc, il y a tu parles de la France là? Tu parles de la France là ou... Ça pourrait être dans d'autres pays effectivement, mais dans l'Inde du Sud, on n'aime vraiment pas le nord, et il y a on est réfractaire à parler l'hindi. Et du coup, plutôt que de parler l'hindi, en particulier à Bangalore, on parle anglais. Voilà, et les ingénieurs entre eux parlent anglais. Quand il y en a un qui... Bon, c'est vrai aussi qu'on est dans une société internationale et que l'anglais est la langue donc, des échanges techniques et économiques. Mais il y a aussi cette volonté de ne pas parler entre Indiens, quand il y en a un du sud et un du nord, de ne pas se parler l'hindi, qui est théoriquement parlé et appris aussi dans le sud. Mais donc il y a vraiment une certaine réluctance à parler l'anglais donc au sud. Alors concernant l'anglais, c'est vrai que c'est à Bangalore, c'est la langue d'échange,
mais c'est la langue des gens qui ont eu de l'éducation. Hein. Donc c'est pas la langue qui est partagée par la majorité de la population indienne. Hein. Donc, mais en même temps, moi je vois le chauffeur de taxi, mon chauffeur, pardon, pas de taxi, mon chauffeur tout court, et il finissait par parler anglais, quoi, hein, parce que pour trouver un job, il faut aussi savoir parler anglais, quoi. Ouais, surtout un job avec les expatriés, ouais. Mais le mien, mon chauffeur, parce que juste pour l'anecdote, c'est pas qu'on voulait avoir des chauffeurs, c'est que nous avons interdiction de conduire en Inde, parce que la circulation, elle est assez spéciale. Hein, donc on doit prendre un chauffeur, et il faut qu'on se débrouille pour trouver un chauffeur. Mon chauffeur, c'était son premier emploi avec un expatrié, il parlait à peine anglais. Et je ne sais pas de quelle casse il était, parce que je n'ai jamais abordé ce sujet-là avec lui, mais la communication au début était un petit peu difficile. Après, s'y est mis. Mais c'est la langue des gens éduqués. Oui. L'alphabet, en fait, parce que l'alphabet, c'est l'alphabet de l'hindi. Est-ce qu'il y en a des autres oui, mon épouse a essayé d'apprendre le Kannada. Elle a juste fait les hiéroglyphes, non, il ne faut pas dire ça, les lettres qui vont bien, mais elle n'a pas réussi à parler. Et je crois que chaque langue a son alphabet particulier. Hein. Ouais. Parce que ce qu'on voit dans les panneaux, c'est illisible, je suis d'accord. Non, je ne sais pas vous dire en quoi c'est. Et j'ai eu l'impression que pour ce qui est des classes sociales élevées, classes moyennes ou classes élevées, d'entrer les enfants, il n'y a pas ça c'est sûr, c'est sûr. Dans la rue, les parents parlent en anglais à leurs enfants qui ont 4-5 ans. Ouais. Enfin, l'anglais indien. Avec un accent. Ceci dit, mon anglais n'est pas terrible non plus. Hein. Donc on se comprenait parfaitement, quoi. Bon, troisième déterminant de différence et de communautarisme, et je pense que c'est peut-être le plus important, les religions. Donc, vous avez le camembert là, qui vous donne un petit peu le pourcentage d'obéissance religieuse sur le pays, hein, sur l'Inde complète, donc 80% hindous, une forte minorité de musulmans, des chrétiens, pas mal de chrétiens, en particulier sur Bangalore et dans le Kerala, entre autres, il y a pas mal de chrétiens. Ce sont des églises chrétiennes. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai été à la messe au Kerala avec une famille chrétienne et j'ai cru comprendre que c'était une religion chrétienne proche des religions du Moyen-Orient, voilà, chrétiens du Moyen-Orient. Syriens ou etc. Hein, vous confirmez, c'est ça? Voilà. Bon, M. Morin a parlé effectivement du BJP qui vise actuellement à polariser la société, à adresser les hindous contre les musulmans. Ça, c'est une évidence. On a commencé à le sentir à l'époque déjà. Et le BJP, c'est le Bharatiya Janata Party, c'est le parti nationaliste du Premier ministre actuel, Modi, qui est un parti pro-hindou, pro-hindouiste, je ne sais pas comment il faut dire, mais qui tient, entre autres, qui tient justement, là aussi on pourrait comparer avec d'autres cas plus proches, qui tient par une forme de nationalisme anti-musulman. Voilà. Et ce qui d'ailleurs génère, à contrario, la naissance de partis miroirs islamistes. Et donc, moi, personnellement, je suis d'assez près de ce qui se passe en Inde et je suis de plus en plus inquiet sur l'avenir de la société indienne. Bon, d'autant qu'il y a le conflit avec le Pakistan, un pays musulman qui n'arrange pas les choses. Voilà. Par contre, à Bangalore, il y a quelque part, c'est en tout cas le sentiment qu'on a eu, c'est un peu un havre de paix de ce point de vue-là. On a un niveau de population, de pourcentage de population des musulmans qui est équivalent voire supérieur au pourcentage national, alors qu'on n'est quand même pas dans un état où il y a une forte présence de musulmans. Donc c'est que
la région de Bangalore elle-même, enfin, le centre de Bangalore, la ville de Bangalore, il y a une forte proportion de musulmans qui vit en harmonie, enfin, moi je crois en tout cas, qui vit en harmonie. En tout cas, on n'a jamais vraiment eu de... Moi j'ai jamais eu de bruit ou de... je vivais au centre de Bangalore. Jean-Michel, on reviendra, Jean-Michel vivait un petit peu dans... Moi j'avais pris le choix de vivre vraiment au centre-ville, dans une atmosphère purement indienne. Ouais. Et je me baladais, je prenais le métro, etc. J'ai jamais eu le sentiment, j'ai jamais été croisé j'étais jamais confronté à des problèmes de conflit ou des choses comme ça. Pas de tension. Le BJP, comme je crois que M. Morin vous l'avez dit, le BJP sur l'état du Karnataka et sur le Kerala encore plus, il est très peu présent, et je pense que quelque part ça fait du bien de ce côté-là. Voilà. Mais il y a quand même des quartiers spécifiquement musulmans, le quartier de Shivaji Nagar, par exemple, au Commercial Street, là, où on peut trouver tout un tas d'offres en termes de tissus. C'était le paradis des femmes expatriées, et c'est un quartier musulman. Voilà. Bon, en Kerala, forte minorité musulmane et chrétienne, vous voyez, il y a 27% de musulmans, 18% de chrétiens. Il y a vraiment c'est un état un peu particulier, ce point de vue-là. Ce qui m'a, juste une anecdote là-dessus, ce qui m'a un petit peu surpris, et pas forcément plu, c'est qu'au Kerala, il y a des villages entiers qui sont musulmans, et il y a des villages juste à côté, 5 km après, vous avez un village qui est hindouiste. On sent quand même qu'il y a une séparation, chacun vit de son côté, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de relations amicales, en tout cas, entre ces villages. Voilà. Jean-Michel, c'est à toi Oui. de parler. Alors, l'État fédéral, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait 28 États qui composaient l'Inde. Et donc, on sait que c'est un État fédéral. Et je ne sais pas, je n'ai pas cherché à savoir quel était le pouvoir du gouvernement central par rapport aux États fédéraux. Toujours est-il que dans notre vie quotidienne, le permis de conduire, il n'est pas national, il est par État. Donc quand vous passez... Alors il y a sûrement des reconnaissances croisées entre États. Mais néanmoins, quand notre chauffeur traversait la frontière d'un État pour aller dans un autre État, des fois il s'arrêtait dans une baraque pour aller montrer son permis de conduire. Pas systématiquement. Pour le transport des marchandises, cette fois il y a des déclarations entre États. Je ne sais pas s'il y a des droits de douane en tant que tels, mais il y a au moins des déclarations. Par contre, ce qui est absolument certain, quand on y était, et peut-être que ça a évolué depuis, et c'était un des projets de Modi, la TVA n'était pas la même dans tous les États. Autrement dit, on achetait, et comme j'ai travaillé aux achats, je peux vous dire que c'est un peu perturbant. Quand on achetait le même produit dans deux États différents, on ne le payait pas au même prix. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en système informatique, à chaque fois, il faut associer niveau de TVA avec État, quoi. Et ça, c'était une grosse barrière que Modi voulait faire sauter. Le pouvoir législatif des États est fort. Ce qui veut dire que faire des grands travaux tels qu'une infrastructure ferroviaire qui irait du nord au sud, c'est des multiples démarches administratives qui sont absolument infernales. Et c'est pour ça que les travaux avancent si lentement. Alors je disais à Bruno Morin, quand on a discuté un petit peu, et on reviendra dessus, mais il y a une obsession en Inde, c'est comment on se situe par rapport à la Chine. Et cette question, elle arrive dès que vous discutez un peu avec des Indiens. Et la réponse que j'ai faite à Bruno, quand la Chine faisait ses lignes à grande vitesse, à Bangalore, mais c'est une petite ville, Bangalore, il y a 15 millions d'habitants, ils étaient en train de faire les trottoirs. Pour faire les travaux multi-États, c'est extrêmement compliqué. Ce qui rend encore plus compliqué, ce sont les règles de propriété et de transmission de propriété. Dès qu'il y a un héritage, c'est en multipropriété. Ce qui veut dire, pour qu'il se passe quoi que ce soit sur cette propriété, et donc sur l'expropriation, il faut que l'ensemble des propriétaires soient d'accord. Donc, c'est une machine quasiment autobloquante.
C'est vraiment compliqué. Et en plus, donc, les langues officielles, c'est la langue officielle de l'État, dans l'État. Donc pour communiquer, ils ont l'hindi, ils ont l'anglais, mais enfin c'est quand même pas naturel. Donc c'est vraiment extrêmement fragmenté ce pays, enfin fragmenté en 28 au moins. Sylvain. Oui. Alors, on a essayé de présenter notre ressenti par rapport aux différences. Maintenant, notre ressenti par rapport à ce qui unit les Indiens, parce que c'est quand même un État, l'Inde. Donc la première chose, c'est la monnaie, la monnaie commune, la roupie. Alors là, je pense qu'on y revient après, là, sur la dévaluation. Hein. Ou c'est là. Non, c'est là. Alors, anecdote, lorsque j'étais en Inde, lorsque nous étions en Inde, il y a eu l'annonce par le Premier ministre Modi, vers 20h le soir, que le lendemain, à partir de minuit, les billets de 50 et 100 roupies, qui sont les billets les plus importants en Inde, la roupie, c'est à peu près, il faut diviser par 100, quoi, hein, donc les billets de 5 et 10 euros, l'équivalent, n'avaient plus cours le lendemain. Et qu'ils n'étaient pas perdus, hein, il faut aller à la banque, si on en avait, pour qu'ils soient changés contre les nouveaux billets. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de nouveaux billets, puisque tout le monde a été pris par surprise. Les comptes bancaires, dès qu'on atteignait un certain niveau, étaient bloqués. Donc, du jour au lendemain, on n'avait plus accès à nos comptes, et on n'avait plus de billets. Donc, le seul moyen d'avoir des billets, c'était d'aller au distributeur, et de demander, avec un plafond de quelques, je ne me rappelle plus le montant, avec un plafond pas très élevé, et comme on paye le chauffeur, dont on a déjà parlé, en liquide, probablement en noir, ça on n'est pas rentré dans les détails, il nous fallait de l'argent. Donc on faisait la queue, et il y avait 20 minutes, 30 minutes de queue au distributeur pour avoir les nouveaux billets qui n'étaient alimentés qu'au travers des banques ou des distributeurs automatiques. Autre anecdote, ça c'était pour lutter contre la corruption, hein, évidemment, l'argent noir. J'avais un collègue expatrié qui habitait en face d'un garage de voitures de luxe. Mais dès que les monnaies ont été bloquées, ne me demandez pas comment ni pourquoi, il a vu pas mal d'Indiens venir avec des grandes valises et repartir avec des belles voitures de luxe. Je ne sais pas comment le garagiste s'arrangeait, toujours est-il que ça a nettoyé pendant un certain temps. L'armée, l'autre élément fédérateur en Inde, alors Robert m'a dit mais tu as des exemples, j'ai dit j'en ai pas, mais j'ai le sentiment que l'armée en est un, et si je devais donner une seule illustration, c'est lié au dernier point, la crainte exacerbée du Pakistan. Alors je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais il y a toujours cette crainte d'attentats pakistanais, et à l'aéroport de Bangalore, vous avez vu que Bangalore est quand même très loin du Pakistan. À l'entrée de l'aéroport, il y avait la mitrailleuse avec les sacs de sable, et il y avait 2 soldats derrière, au cas où. Et ça a été pendant toute la durée du séjour. Et il y avait d'autres endroits où il y avait des militaires comme ça, au cas où. Mais vraiment j'allais dire cette haine, mais c'est quasiment ça, cette haine du Pakistan, ou cette crainte du Pakistan, elle est fondamentale dans le... Et ça, c'est un des liens forts, ça c'est sûr. Et Modi joue là-dessus, dans sa politique. Et donc, vu de chez nous, Modi est peut-être ou sans doute un danger, mais dès qu'on discute, enfin tout au moins tous les gens éduqués avec qui on discutait un peu de politique, on avait consigne de ne pas parler politique, hein, d'une façon générale, mais dès qu'on abordait un peu ce sujet-là, je n'en ai pas vu un qui soit anti-Modi. Ils étaient tous en support de Modi. Encore une fois, je parle des gens éduqués, et je ne dis pas que c'est un sondage, hein, c'est le ressenti qu'on a. Oui, je confirme. Malheureusement. Et je crois que c'est à moi là. Ouais. On va passer sur quelques détails de notre quotidien. On revient un petit peu sur Storm en Inde. Donc, Jean-Michel vous a indiqué au tout début qu'il y a eu la création de 3 sites de mémoire. Bangalore, c'est les 3 sites. Les 3 qui sont là. Ici, là, Bangalore, Chennai et Coimbatore.
Depuis, et là je vous ai donné une photo de 2026, donc du fait qu'Alstom a racheté Bombardier Transport en 2021, Alstom a hérité d'autres sites, un site d'ingénierie important. Rougerat, pardon, alors là ça se recouvre un petit peu, mais voilà. Il y a des sites aussi 2 ou 3 du côté de New Delhi. Et puis il y a donc dans le Bengale occidental autour de Calcutta, et le site qui est aussi entouré là de rouge, celui-là il s'est créé au moment où on était présent là-bas. C'est un site dans l'état du Bihar, qui est l'état le plus pauvre de l'Inde, ou en tout cas un des plus pauvres, et là le gouvernement donc a voulu favoriser le développement de cet état pour essayer de rééquilibrer un petit peu les richesses. Je corrige Robert. Alstom avait obtenu un contrat de plusieurs centaines de locomotives et il n'a pas suggéré, il a imposé que le dépôt d'entretien de ces locomotives soit localisé dans le Bihar, Voilà, qui est proche de la frontière, qui est zone sismique et qui est zone inondable. Donc c'était un vrai plaisir d'aller s'installer là-bas. Et donc au moment où nous étions, l'usine a ouvert à peu près à mi-parcours. Voilà. Et moi, on a donc surtout travaillé, en tout cas, c'est moi qui ai fait ce slide, donc Jean-Michel ayant une vue beaucoup plus large, qui travaillait même avec d'autres pays de l'Inde, mais moi je travaillais essentiellement donc avec les entités donc, de Coimbatore, de Chennai, et pour les locomotives, donc le gros contrat de locomotives, qui se poursuit d'ailleurs, et qui a eu au départ pas mal de difficultés, travailler donc avec le site qui était dans le Bihar. Voilà. Bangalore, c'est à 920 mètres d'altitude, et ça c'est important. C'est en Inde, je pense, un des endroits les plus agréables au niveau climat. Il n'y fait jamais très chaud, enfin, il fait quand même 35-40, hein, mais pas une chaleur étouffante comme on peut l'avoir à Chennai. Oui, il y a moins d'humidité et la période des moussons est relativement tempérée, on va dire. Donc c'est effectivement, du point de vue géographique, le bon endroit Voilà. pour vivre en Inde. Par contre, parce qu'il y a un par contre. Ah mais ça c'est pas toi. Ouais. Vas-y, tu voulais dire quelque chose, non? Non, mais par contre, le climat est bon, mais vous allez voir, la ville n'est pas une ville, on va dire, agréable à vivre pour tout le reste, paramètres qui rentrent dans un cadre de vie. Donc on aborde la partie suivante qui est le quotidien à Bangalore. Donc c'est les mots-clés et puis je vais vous raconter des anecdotes. Donc sur la première, il n'y a pas trop d'anecdotes. La seule chose, c'est que, comme l'a dit Robert tout à l'heure, lui vivait dans le centre-ville. Moi j'ai été moins téméraire et j'ai vécu dans ce qui s'appelle un compound. Donc c'est une zone fermée dans laquelle il y a des maisons individuelles et dans laquelle, en général, l'exception en confirmant la règle, les expatriés vivent et les Indiens éduqués. Et en général, les Indiens qui vivent dans ces compounds sont les Indiens qui ont vécu à l'étranger. Et donc c'est une zone propre, c'est une zone calme, c'est une zone très bien organisée, avec des restaurants, avec des activités sportives possibles, enfin c'est... Sécurisé. Sécurisé, oui, absolument, il y a des gardes. Le trafic routier, donc je viens de dire que la zone était calme dans le compound. En dehors, c'est la jungle. On s'est promené en dehors à pied sur les trottoirs qui venaient d'être faits. On s'est promené dans Bangalore. J'ai compté la moyenne entre 2 coups de klaxon, c'est pas plus de 6 secondes. Donc en permanence, vous avez des coups de klaxon. Remplace le rétroviseur. Anecdote, lorsqu'on a fait du tourisme dans le Rajasthan, le chauffeur, le premier réflexe était de tester le klaxon. Il dit si le klaxon ne marche pas, je ne peux pas partir. Hein? Celle-là, je n'y avais pas pensé comme anecdote, mais elle est vraie. Vas-y. Oui, au sujet de l'ambiance et du bruit, etc. Quand on arrive à Bangalore, en général par le vol Air France qui arrive à 11h, bon, ça se passe relativement bien parce qu'à 11h minuit, donc le temps de descendre de l'aéroport sur le centre-ville, ça roule assez bien. Donc on vous amène, ça a été ma première impression, hein, on vous amène à l'hôtel, en général c'est un hôtel confortable, enfin, catégorie 4-5 étoiles.
Et c'est quand j'ai découvert, donc on fait, quand on est embauché expatrié, là, on fait un voyage découverte, quand même, pour aller vérifier qu'on met bien les pieds dans un endroit où on va finir quand même par s'y plaire, quoi, enfin à peu près un truc qu'on doit tenir. Et donc, au petit matin, il y a un taxi qui vous prend, et donc, vous sortez de l'hôtel, et là, vous êtes pris dans un vacarme infernal, dans un trafic infernal, et vous vous dites que vous repartirez dès le lendemain. Voilà. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Et mes premières heures de vécu à Bangalore et en Inde, je pense que c'est à peu près partout pareil, hein, sauf dans les campagnes, bien sûr, mais dans la ville, en tout cas, c'est ça quand même, hein, l'ambiance. Il faut accepter, quoi. Il faut accepter ce type d'atmosphère. Mais après, il y a plein d'autres. Et depuis, ma femme et moi, nous rêvons de repartir là-bas. Hein. Vous voyez, on peut changer d'avis quand même. Pas moi. L'impuissance de la police, donc vous avez vu dans mon cursus, là, j'ai fait Moscou, puis l'Inde. Moscou, le policier lève le petit doigt, les gens arrivent et tout de suite se mettent à plat ventre. Enfin, en Inde, la police, quand elle est dans les carrefours, sa première mission, c'est de se protéger. L'illustration de ça, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est un chauffeur de bus qui passe à toute vitesse, qui grille le feu en téléphonant devant un policier, il ne se passe rien. Mais c'est incroyable. Et vous voyez des choses qu'on n'imagine même pas. Il y a des petites fourgonnettes, donc deux ou trois places à l'avant, et puis derrière, c'est pour mettre le matériel. Donc les 2 ou 3 places à l'avant sont censées avoir les ceintures de sécurité, mais peut-être. Et l'endroit où on met du matériel, il y avait 10 ouvriers qui étaient à genoux ou debout. S'il y a un accident, il y a 10 morts. Hein. Et il ne se passe rien. Il y a les tchoutchouks, là, c'est des petits véhicules à 3 roues. En général bien chargés. Il y en avait un en panne, donc il y avait son copain ou collègue qui était derrière, qui sortait la jambe et qui poussait le tchoutchouk de devant. J'allais chez le dentiste en vélo. Et presque. Et il fallait faire très attention au véhicule à contresens. Donc c'est vraiment, la circulation, c'est absolument horrible et il ne se passe rien. Les chantiers, le rôle des femmes. Alors, les chantiers, c'est, de ce qu'on a vu dans Bangalore, qui est quand même 15 millions d'habitants, c'est très peu mécanisé. Et pour porter la terre, en général, c'est les femmes qui portent la terre dans des grandes, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des grands, l'équivalent. Non, c'est métallique, hein, c'est pas en osier, c'est métallique quand même, donc c'est plus lourd. C'est elles qui portent la terre, qui n'ont pas de gants, elles n'ont pas la tenue appropriée, évidemment. Des fois, elles ont des chaussures, mais pas toujours. Alors, à contrario de tout ça, ils sont très aimables, très gentils, d'une façon générale. Alors, il y a des gens qui sont, comme partout, mais ils sont gentils. Mais il y a un fatalisme, et je pense fondamentalement que c'est leur croyance dans la réincarnation. Hein, parce que les conditions dans lesquelles ils vivent, la logique, si je caricature, il ne faut pas que je fasse trop de bêtises dans ce coup-là, parce que le coup d'après, ça pourrait se dégrader. Hein, mais c'est incroyable de supporter la vie qu'ils ont, et on n'imagine pas. On n'imagine pas. Alors, par contre, l'importance de la fête, ça c'est quelque chose. Hein. L'anecdote, bon, déjà ils aiment faire la fête, et il y a beaucoup de fêtes. L'anecdote, c'est que mon chauffeur, qui habitait loin d'où il travaillait, a voulu s'acheter une moto. Donc, il n'a évidemment pas d'argent, donc premier réflexe, il demande à l'expatrié, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? En anglais, bien sûr. Bon, j'ai dit oui, mais elle vaut combien la moto? Alors, on va dire 100. Combien tu as d'économie? Ben 0. Donc j'ai dit, ok, je te prête de l'argent quand tu auras, alors disons que c'est 50, peu importe le chiffre. Donc quand tu auras 50 d'économie, je te prêterai 50 et puis tu me rembourseras tous les mois tant sur ton salaire. Donc il a fait ça, bien comme il faut, je lui ai prêté les 50.
Et puis tous les mois, ça se passait impeccablement. Et puis un mois, il est venu me voir en disant « Est-ce que ce mois-ci, je pourrais ne pas rembourser ?» J'ai dit « Pourquoi ?» Ben, c'est la fête de, je ne sais plus laquelle, d'Ivali peut-être. Il faut que j'achète les pétards, il faut que j'achète la peinture. Vraiment, le sens de la fête chez eux, et on retrouve ce sens de la fête dans les mariages. Je crois que tu en reparles plus loin, je ne me rappelle plus. Les mariages, c'est l'étalage de son rang, de sa richesse, de ses amis. J'y vais? Oui. Et la pollution atmosphérique? Ça vient. Ça vient, la pollution. Alors, la pollution. Alors, là, je vous ai mis une courbe qui montre l'évolution de la population, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais à la fin des années 50, en 1959, complètement à gauche, c'est pas la peine de prendre toutes les valeurs intermédiaires, mais il y avait à peu près 1 million d'habitants, et aujourd'hui on est sur bientôt 15 millions d'habitants avant Gallo. Voilà. Donc il y a eu une croissance faramineuse, sans qu'au niveau infrastructure, politique de la ville, urbanisation, etc., il y a vraiment eu un travail pour accompagner cela. Ce qui fait que on a en plein milieu de la ville, à plusieurs endroits, des structures urbaines anciennes qui n'ont pas évolué depuis leur création, leur direction, et qui constituent vraiment des goulots d'étranglement. Du coup, ça crée des bouchons terribles où vous pouvez passer d'une 2 fois 2 voies à une zone où il y a un village, une sorte de village très primitif, et évidemment tout le monde s'engouffre là-dedans, et puis ça donne ce que ça donne, quoi. Les transports en commun, alors il y a des bus qui sont très vieux, très polluants, etc. Et il y a, heureusement qu'il n'y a que les bus, parce que il n'y a pas d'industrie polluante. Je ne pense pas qu'il y ait d'industrie majeure polluante à Bangalore. C'est vraiment une Silicon Valley dans le sens où il n'y a pas de pétrochimie, il n'y a pas de sidérurgie, il n'y a pas de toutes ces industries qui pourraient générer de la pollution, mais il y a quand même tout le trafic et les bus en particulier. Les rickshaws, les petits triporteurs là, qui sont à Bangalore à moteur thermique, parce que maintenant on sait faire aussi des rickshaws à traction électrique. D'ailleurs, le gars avec qui je travaillais, il a monté une boîte pour faire des convertisseurs pour alimenter les rickshaws électriques. Il y en a, par exemple, j'ai le souvenir d'un Rajasthan à, je ne sais plus dans quelle ville de Rajasthan j'ai vu, c'est que du rickshaw électrique. Et c'est bien, parce que le rickshaw, c'est quand même aussi, c'est des nuées de rickshaw qui circulent. Donc tout ça, ça fait de la pollution. Et c'est le gros bordel, excusez-moi l'expression, parce que le permis de conduire, on l'accorde, mais je ne sais pas en vertu de quel principe, parce qu'ils conduisent vraiment sans aucune loi, sans aucun respect de quoi que ce soit, si ce n'est le respect du plus fort. Voilà, c'est un petit peu ce que m'a expliqué le chauffeur. Quand il y a un camion qui passe, on le laisse passer. Même si le feu est rouge, pour lui, on le laisse passer. Et voilà, puis c'est un peu aussi, j'ai le souvenir, c'est toujours comme anecdote, il y a une 2 fois 2 voies que nous empruntions régulièrement avec mon chauffeur, et au milieu, à un moment donné, il fallait que il n'y avait pas d'autre solution que de repartir dans l'autre sens. Et c'est prévu parce qu'à un moment donné, dans la 2 fois 2 voies, les barrières qui séparent les voies, les 2 fois 2 voies entre elles, les barrières étaient enlevées volontairement, et le gars il fait un 360 degrés et il repart dans l'autre sens. Et il repart dans l'autre sens alors qu'on a un flux de voitures qui est quasi ininterrompu. Mais bon, il faut se lancer, et en général ça se passe bien. Voilà, c'est un mouvement brownien, mais comme dans tout mouvement brownien, les électrons ils se touchent jamais, parce que quelque part l'événement le plus redouté c'est l'accident. Et on fait en sorte que, voilà, si on sent qu'on va vers l'accident, on se calme. C'est un peu le contraire de chez nous, quoi. Voilà. Juste un mot. Un mot sur le permis de conduire. Là, certains expatriés ont voulu passer leur permis de conduire en Inde. C'est facile, hein, il suffit de payer. Il n'y a pas besoin de prendre de leçons, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On va voir l'administration qui va bien, on donne un petit billet, on a le permis. Un dernier point, donc je vous ai mis là le réseau en 2025, donc il y a 3 lignes de métro maintenant,
qui ont été créés à partir de 2011. Nous, on y était en 2017-2019. En 2017, quand je suis arrivé, il y avait la violette et la verte qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas complètes, qui n'étaient surtout pas interconnectées, ce qui fait que ça ne servait pas grand-chose. Tant qu'il n'y a pas d'interconnexion, c'est très difficile de trouver un intérêt à prendre le métro, surtout que c'est assez cher quand même. Et du coup, il n'y avait pas grand monde. Dès que, et là je l'ai vécu du jour au lendemain, dès que la Purple Light, la violette et la verte ont été connectés, alors là, ils avaient mis en place d'ailleurs, comme sur certaines lignes du métro à Paris, du personnel pour... Les pousseurs. Des pousseurs et des personnes là pour mettre un petit peu de l'ordre, parce que c'était vraiment infernal. Donc c'est un métro où il y a des voitures pour femmes et des voitures pour hommes. Voilà. Et aujourd'hui, donc, il y a à peine 3 lignes de métro. Et j'imagine que ça marche bien, mais c'est laborieux parce que c'est du métro aérien, hein, c'est pas du métro souterrain parce que c'est plus économique, mais néanmoins ça prend du temps à être mis en place. Et vraiment, c'est une ville qui a besoin qu'on fluidifie un petit peu toute cette circulation d'un quartier sur l'autre. Voilà. Et dernier point, alors ça c'est un titre très personnel, quand on veut sortir de Bangalore le week-end pour aller à la campagne, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est minimum 2 heures pour commencer à avoir un petit peu de chamerie, quoi. Alors, la contradiction écologique indienne, ça c'est vu de moi. Hein. Donc c'est une culture et une religion qui est très respectueuse de la nature. Bon, il y a beaucoup de gens végétariens, il y a plein d'aspects de la nature qui sont sacrés, des arbres, des rivières, des animaux. Là, je vous ai mis une photo que j'ai prise, je crois que c'était dans le Kerala, d'un arbre qu'on a laissé pousser sur une terrasse. Ça a donné ce que ça a donné, mais bon, j'aurais pu vous trouver une autre photo que j'avais malheureusement, je n'ai pas retrouvé. Et ça, c'est quand on rentrait de l'aéroport sur le centre-ville, il y a pareil 2 fois 2 voies, et en plein milieu, vous avez un arbre qu'on a laissé pousser, parce que c'est un vieil arbre très beau, et il était hors de question, et donc les voitures sont obligées de faire un détour, contourner pour éviter de se prendre à l'arbre. Donc très respectueux et en même temps très respectueux des vaches, mais ça n'empêche pas de laisser les vaches manger des ordures, s'empiffrer de sacs plastiques et en mourir, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'elles avalent des sacs plastiques et c'est pas bon. Et ça c'est un petit clin d'œil, c'est l'écologie, c'est un Kochi, ça c'est un bord de mer donc sur la côte ouest. C'est une sculpture, c'est un ensemble de sculptures qui a vocation à sensibiliser les personnes sur éviter de jeter les ordures n'importe où. Ça n'empêche pas d'avoir tout autour plein d'ordures. Voilà, c'est vraiment l'aide dans ces aspects pas forcément les plus sympathiques, quoi. Un autre sujet écologique, ça on l'a vécu, et Jean-Michel en particulier, et je crois que Jean-Michel il passait tous les jours, ou pas loin en tout cas, de ce site-là. C'est la sortie d'une sorte un défluent, défluent c'est la rivière le déversoir. Voilà, le déversoir du Belladur Lake, c'est pas loin du canton où tu étais. Voilà, alors il faut avoir en tête que Bangalore, il y a 50 ans ou 60 ans, c'était un Éden. C'était vraiment le paradis sur Terre. C'était d'immenses forêts, de très belles forêts, et il en reste encore quelques grands arbres. Il y avait 600 lacs. C'était vraiment une région magnifique, le climat y était bon, c'était très, très lacustre, très forêt, plein de forêts. Et puis bon, il y a cette ville qui a poussé, de façon totalement incontrôlée, et ça a donné donc 80% des lacs ont disparu, et sur les 20% qui restent, il y en a les 90% qui sont pollués. Quand on dit pollué, c'est la mousse que vous voyez là. Ça, c'était un dimanche matin, donc ça a débordé sur la route.
Il y a beaucoup de rickshaws et de vélos. Personne n'osait traverser le mur de mousse, hein, puisque ça faisait 1,50 m à 2 mètres de haut. Hein. Voilà, Donc, on a attendu que quelques voitures passent pour déblayer tout ça, pour pouvoir recirculer. Donc vous voyez les conséquences, sachant que c'est là que servait à l'approvisionnement en eau, entre autres, hein, avec une rivière dont je vais vous parler ensuite, là, un fleuve plus exactement. Conséquences, perte de biodiversité évidemment, risque sanitaire, diminution de la recharge des nappes et stress hydrique au point que la ville n'est plus, alors qu'elle était vraiment entourée de kilomètres carrés de lacs, si j'ose dire. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'approvisionnement en eau. Et c'est établi, y compris dans des quartiers UP, de l'approvisionnement. Il y a des citernes et on vient remplir sa citerne avec, il y a des camions qui viennent et qui remplissent donc les citernes. Bien évidemment, ce n'est pas gratuit. Et il y a même une mafia, c'est la Bangalore Water Mafia, là, qui a le commerce, le monopole du commerce de la distribution en eau des quartiers qui ne peuvent pas avoir l'eau courante. Bon, l'eau, on ne la boit pas, hein, ça c'est clair. Même, bon, moi j'avais de l'eau au robinet normalement. Hein, pas, de ce point de vue-là, je n'avais pas ce problème d'approvisionnement. Mais bon, on filtre l'eau. Alors je ne sais pas si on a le temps. Et là, je l'avais vu sur le reportage, je crois que c'est sur France 2. Cela dit, même quand le pire semble presque arriver, il n'est pas toujours certain. La preuve, avec ce voyage en Inde que nous vous proposons maintenant, là-bas, un homme s'est mis en tête de sauver les lacs de Bangalore. Ça passe pas sur l'écran, Michel. Ah. Ça, je sais pas faire ça. Alors, bon, Non, mais bon, on arrête alors. vous aurez le slide et vous ferez copier-coller si ça vous intéresse. Aussi trop vite. Voilà. Celle que l'on surnomme Donc la on va Syrie. continuer. Un autre thème relatif à l'eau que j'ai préparé là, parce que ça correspond. Alors Jean-Michel m'a dit qu'il ne l'avait pas vécu. Moi j'ai vécu la fin qui n'a pas été très très violente. C'est le problème de la rivière Cauvery ou du fleuve Cauvery, qui est un grand fleuve qui naît dans le Karnataka, alimenté partiellement par des affluents qui viennent du Kerala et qui va traverser tout le Karnataka et aller jusque dans le golfe du Bengale, au niveau dans le Tamil Nadu, au niveau en dessous de Pondichéry. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez où était Pondichéry. Oui, c'est la côte est, c'est le golfe du Bengale. Voilà. Je crois que j'ai fait une carte. Oui, j'arrive. Voilà. Dans la carte, elle est là. Donc il naît. Ça va venir. Voilà. Il naît en haut à gauche, là. Alors il naît, je ne sais pas lequel. Enfin, la source, c'est vraiment dans le Karnataka, mais il est alimenté partiellement par des rivières du Kerala. Et le Kerala rentre dans la discussion, du coup. Et il traverse dans le Karnataka. Et il va donc se jeter ici. Là. Alors il y a plusieurs effluents, mais je crois que le plus important, c'est en dessous de Pondichéry, au sud de Pondichéry. Et depuis fort longtemps, ce fleuve, il faut se le partager entre paysans des différents États. Et depuis toujours, ça a posé problème. Au point que, je ne sais plus dans quelle année, mais il y a eu un tribunal spécifique qui a été créé et qui gère comme ça la répartition des eaux entre États et entre paysans des différents États. Et ça depuis la fin du XIXe siècle. Et bon, quand on y était, Jean-Michel, toi tu ne l'as pas vécu parce que tu n'as pas été au centre-ville. Je pense que les événements ont eu lieu au centre-ville. Donc j'ai pris une photo sur internet là, il y a eu un mort, hein, même je crois. En fait, d'abord ça dépend des années, hein, puisqu'en fonction de la mousson, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, etc. Et en plus, j'ai fait le lien avec ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la révolution agricole, hein, c'est le terme. Je pense que l'État du Tamil Nadu, qui produit pas mal de riz, ils ont augmenté le nombre de récoltes par an.
plus de production, plus de productivité, et donc plus de besoin d'eau. Et en même temps, le stress lié au changement climatique fait qu'il y a de moins en moins d'eau disponible dans les nappes, etc. Et donc, on cherche à pomper un peu plus sur la rivière. Et donc, ils ont demandé à avoir plus d'eau et que l'État du Karnataka ne pompe pas l'eau avant, puisque c'est le premier qui la consomme, c'est le Karnataka, et ce qui reste, ça va à Tamil Nadu. Et ils ont obtenu gain de cause dans un premier temps. Et du coup, dans le Karnataka, ils n'étaient pas d'accord. Et il y a eu de très très grosses manifestations. Et c'était au moment donc où toi tu es arrivé. Et moi, je suis arrivé un peu plus tard. Et en fait, on est arrivé en fin de conflit. Il y a eu plusieurs événements, etc. Et le tribunal donc a finalement trouvé le compromis qui a permis, on va dire, aux esprits de s'apaiser. Et donc voilà, donc depuis 2018, normalement, moi j'ai pas entendu parler depuis de nouveaux événements et on doit vivre sur ces principes de partage. Mais voilà, c'est un effet du dérèglement climatique et d'une augmentation de la productivité, de la production agricole. Voilà ce que ça donne. Alors la gestion des ordures. Ça, c'est des photos que j'ai prises depuis chez moi. Donc, je pense que c'est mon appartement, si j'ai pris depuis le bon balcon, c'est pour vous donner un petit peu... Je vivais dans un quartier du centre-ville, on va dire très chic. Je n'avais pas pris quand même les bas-fonds de Bangalore, mais un quartier indien avec des... Ça coûtait assez cher à Alstom d'ailleurs. Comment ? Rien. Très cher pour Alstom. Oui, c'est possible. Bon, et alors, un principe, c'est que... Alors, je n'avais pas de maid. J'avais décidé de ne pas prendre de maid. Maid, c'est une femme de ménage qui fait la cuisine. Pourquoi ? Parce que à midi, je mangeais indien, c'est-à-dire végétarien très, très épicé. Et le soir, je revenais vers le sud-ouest. Je m'étais emporté quelques... Parce que je suis parti en célibataire. Ma femme venait de temps en temps, mais elle ne pouvait pas venir de façon permanente. Donc, voilà. Donc, je me faisais la cuisine avec des choses simples, mais des choses, on va dire, non indiennes. Et du coup, je n'avais vraiment pas besoin de maid pour me faire une cuisine qui m'aurait rappelé celle de midi. Et donc, je n'avais pas de maid, et donc j'ai mes ordures. Je n'avais pas demandé à la maid de s'en occuper. Et donc, mon premier réflexe, ça a été de dire, mon ton petit sac d'ordures, tu le descends, et tu vas trouver, au moins le mettre en bas de l'immeuble. Et faire un tri sélectif. Non, c'était pas la peine. C'était pas la peine. Normalement, les ordures, on ne doit pas les toucher. Tout ce qui est sale, on ne doit pas le toucher. Donc, les ordures, en nature, c'est sale, on ne touche pas. Et donc, on m'a expliqué qu'il valait mieux que je les laisse sur le palier et que quelqu'un s'en chargerait pour les descendre et en faire, etc. Et c'est vrai que ça marche, parce que derrière, il y a toute une industrie qui fonctionne autour des ordures. Il y a des gens qui récupèrent, il y a des gens qui les chargent sur des petits rickshaws comme ça, et qui les amènent. Ça, c'est juste à côté. Quand on dit qu'ils les chargent, ça veut dire qu'ils les prennent à la main, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de masque, et les sacs, des fois, sont éventrés par les vaches sacrées. Ouais. Donc, ils ramassent comme ils peuvent. Et là, c'est à 50 mètres, c'est autour d'un parc. Il y a un centre de tri. Et c'est là que le tri sélectif se fait, parce qu'il y a quand même un tri sélectif qui se fait ensuite. Et j'imagine qu'ensuite, après, je ne sais pas où ça va, mais où ça allait. Mais en tout cas, ça ne partait pas en vrac, dans une décharge à ciel ouvert. Enfin, j'imagine, en tout cas, il y avait un tri sélectif qui permettait de récupérer où est-ce qu'il était récupérable. Voilà. Mais ce qui est important de voir, c'est que vraiment, moi j'étais un petit peu choqué, le fait de ne pas n'avoir aucun geste, on va dire, participatif par rapport aux ordures. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on parlerait un petit peu des mariages, donc le mot c'est les mariages arrangés. J'ai juste deux illustrations. Toujours mon chauffeur qui était célibataire et qui a appris qu'il allait se marier avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Donc, quelque temps après, mon épouse lui demande « Et ce mariage ?» « Non, c'est annulé. » Ah bon ? Ah oui, elle n'a pas pu réunir la dot. On va quand même pas...
Et l'autre, c'est la coiffeuse. Je vous ai dit, là, on vivait dans un compound, il y avait tous les services, dont une coiffeuse. Et mon épouse, toujours, moi je ne suis pas très dire, mon épouse qui discute avec la coiffeuse, qui lui apprend qu'elle va se marier avec quelqu'un. Et la réflexion de la coiffeuse, c'est de dire, j'ai de la chance, il est beau. Elle avait vu que la photo. Alors, tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'il y avait plus de femmes, d'hommes que de femmes sur la pyramide des âges. En fait, je vais en choquer quelques-unes, les femmes sont évitées, les jeunes filles sont évitées. La raison fondamentale, c'est que la femme, lorsqu'elle est adulte, quitte la famille, va se marier, donc déjà il faut donner une dot, et ensuite elle ne s'occupera pas de ses parents, puisqu'elle vit dans la belle famille. Donc, et ça c'est vrai, j'ai vu devant un poste de police un grand panneau d'affichage, ne tuez pas les fœtus femmes. Et c'est pour ça que les échographes, ils ne donnent pas le sexe avant la naissance, pour essayer d'éviter ça. Mais le résultat est quand même visible sur la pyramide des âges. Hein. Un petit commentaire de ma part. Jean-Michel. Oui. Non, juste pour dire, abonder dans par rapport à ce que dit Jean-Michel, j'ai eu dans mon équipe 2 jeunes filles, ingénieurs, qui ont disparu de la circulation. De la circulation professionnelle. Oui, qui ont disparu professionnellement, donc, qui ont abandonné leur job pour aller au service de la belle famille. Quoi. Et donc, du jour au lendemain, elles décident, elles sont obligées de quitter le métier, de quitter une profession qui est une profession en plus relativement valorisante, etc., pour aller au service donc, de la famille du mari, parce qu'elle s'était mariée. Voilà. Et sur les mariages arrangés, je rajouterais qu'il y a une anecdote, c'est moi qui marquais là. Ne pensez pas que c'est ce que je pense. Si la classe sociale est identique, que les couples les plus stables, c'est la réflexion qui m'a été faite par le Sukumar D, il s'appelait Sukumar D, venant de Calcutta, qui était vraiment un ingénieur brillant, qui a travaillé en Suisse, qui a travaillé aux États-Unis, qui est revenu travailler en Inde, donc qui est sorti, quoi. Et c'est lui qui m'a dit, bon, il m'a dit d'abord, moi, ma famille m'a proposé 2 personnes, j'ai dit non à la première femme, et la deuxième, j'ai dit oui. Bon, l'air de dire, bon, je ne pouvais pas dire non une deuxième fois. Quoi. Et je lui ai dit, mais tu trouves ça normal? Il m'a dit, écoute, ben, si on est, on m'a mis avec une personne qui est de la même, on va dire, la même classe, etc., sociale et caste, je ne sais pas exactement. Au moins, ça fait des mariages, on a des valeurs communes et il y a plus de chances que le couple reste stable et qu'il n'y ait pas de séparation par la suite. Voilà. On pense ce qu'on peut en penser. Les séparations Ouais. sont possibles. Oui, je pense. Oui, Alors les mariages avec les étrangers, c'est vraiment très très rare. Ça, je pense que, à part la femme de... Non. Gandhi. Sonia Gandhi, voilà. Mais c'est vraiment, c'est en plus à une époque où c'était encore peut-être plus difficile, mais bon, on n'est pas forcément dans le même milieu non plus. Là, on est vraiment dans la haute société, c'est peut-être un peu différent. Quoi. Voilà. Et les mariages, c'est aussi l'occasion de montrer ses richesses. Hein. Et donc les mariages de plusieurs milliers de personnes sont monnaie courante. Hein, mais même pour les familles les plus modestes, c'est une grande fête le mariage. Moi j'avais des gens que je ne connaissais pas dans mon univers à Bangalore, des ingénieurs, je connaissais tout juste. J'ai été 2 fois invité à un mariage. Je n'y suis pas allé parce que bon. Idem pour moi. Voilà. C'était peut-être d'ailleurs, on aurait dû y aller, ça Sûrement. aurait donné l'occasion de dire un peu plus.
Et c'est l'occasion de montrer sa richesse aussi. Oui, en fait, c'est surtout la position sociale qui cherche à afficher lors du mariage. J'ai beaucoup d'amis. Je pense que vous avez dû avoir l'occasion de parler avec vos collègues hommes. Et est-ce que vous avez abordé donc la place de la femme? Collègues indiens, vous voulez dire? Voilà, Non. Honnêtement, non. Moi, je n'ai pas abordé ça. Des femmes ingénieurs ou des femmes Non, cadres. non, mais on voit des femmes dans toutes les positions professionnelles, j'allais dire. Mais effectivement, elles sont éduquées, elles sont compétentes. Je pense à Rema, qui était une ingénieure en électronique de puissance, qui était très compétente et manifestement très respectée. Mais du jour au lendemain, on peut les voir disparaître. Alors, il faut reconnaître aussi qu'on avait comme instruction générale de ne pas rentrer dans les aspects politiques et sociologiques, on va dire. Mais non, moi... Ok, on peut passer, je pense, je sais pas qui c'est derrière. L'alcool. Oui, un petit mot alors sur la nourriture, l'alcool, j'aurais pu faire la nourriture aussi. À Bangalore, on trouve de tout. Hein. Je vous le dis tout de suite. À partir du moment où vous avez de l'argent, vous trouvez tout. Vous trouvez toutes les viandes que vous voulez, y compris de la vache. Il y a une boulangerie française. Il y avait, au moment où je suis arrivé, il y avait une boulangerie. Alors les deux sont tenus, les boulangeries françaises sont tenues par des Français quand même, pour être honnête, mais qui font d'excellents pains. Une au début, et il y a un deuxième, un gars qui était avocat, qui s'est marié avec une indienne, quand même, comme quoi il y a des exceptions, et ne pouvant exercer le rôle de juriste ou avocat, je ne sais plus trop exactement ce qu'il était, ben, il s'est mis à faire dans un sous-sol à côté de l'endroit où j'habitais, il s'est mis à faire de l'excellent pain et des croissants tout aussi bons. Et on trouve de tout, sauf de la salade. Et parfois on a vraiment besoin de salade, mais bon, on trouve de la salade, il faut la laver. Ah, mais ça c'est un problème, parce qu'il ne faut pas la laver avec l'eau du robinet. Hein. Parce que les lacs qu'on a vu tout à l'heure, il y a certains arrosages qui se font avec de l'eau qui sort de ces lacs. Hein. Donc voilà, on trouve de tout. Ouais. Donc voilà, en tout cas, quand on est européen, on n'a pas trop de difficultés à manger européen si on veut manger européen. Alors sur l'alcool, le niveau de prohibition, il est dépendant d'un État à l'autre. Et alors c'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons politiques de santé, je pense. Certains États comme le billard interdisent totalement la consommation, donc l'État du Nord, là, peut-être aussi, parce que comme c'est un État très violent, c'est un des plus violents, hein, avec le niveau de délinquance et plus même, qui est très élevé. Et puis il y a des États plus restrictifs. Le Kerala, par exemple, est plus restrictif que le Karnataka. Donc quand vous passez la frontière qui n'est pas forcément marquée, hein, en général, on ne sait pas quand on passe la frontière. Il faut faire attention parce que parfois il y a des contrôles de police, de douane, je ne sais pas trop. Et bon, mon chauffeur, nous on avait une fois, on faisait un trip, là, une balade d'un État sur l'autre. Et j'avais acheté de la bière dans le Karnataka, pensant ne pas en avoir dans le Kerala. Et il m'avait dit attention, on risque de se faire contrôler, donc on va se prendre, puis parce qu'après c'est la corruption, et il faut donner un petit bachiche pour continuer à continuer avec la bière. Les vins, les alcools étrangers sont chers, et alors les lieux de consommation, il faut vraiment avoir très soif d'alcool pour aller dans un bar où on consomme de l'alcool dans certains États, je pense en particulier au Kerala, parce que c'est vraiment des tripots très... Enfin, je sais pas, c'est une atmosphère un peu glauque. Hein. Exception faite, alors évidemment, parce que Bangalore, c'est très occidentalisé, il y a des rooftops, là, des immenses bars en terrasse, où là vous trouvez tout ce que vous voulez, ou des micro-brasseries, là-bas aussi c'est la voie d'un IPA, Indian Pale Ale. Donc on trouve plein de micro-brasseries. Et un excellent whisky, vraiment que vous trouvez d'ailleurs ici, vous pouvez le trouver en supermarché. Et un vin blanc correct sont produits dans la région de Bangalore. Voilà. Donc si vous allez vraiment à Bangalore, là,
C'est ça? Il y a plusieurs personnes, oui? 3 ou 4. D'accord. Donc voilà, route de verre blanc. C'est à moi. Donc le niveau de corruption, je vous ai déjà parlé du permis de conduire, mais c'est quand même à presque tous les niveaux. Un petit billet, tout s'arrange. Alors une anecdote sur pas la corruption, mais comment calmer les problèmes. On était en voiture, c'est mon chauffeur qui conduisait, on était dans un bouchon évidemment, donc quasiment à l'arrêt. Les Indiens roulent à gauche. Et donc il y a une moto qui nous double par la droite et qui en nous doublant explose son rétroviseur, celui de la moto. Les deux rétroviseurs se touchent et le rétroviseur de la moto explose. Et il ne s'en rend pas compte instantanément, il continue. Bon, nous on continue puisqu'on n'avait rien. Enfin on continue à rester sur place, hein, bien sûr. Et il revient comme un fou furieux parce qu'il venait de réaliser qu'il avait cassé son rétroviseur. Donc bon, il crie après mon chauffeur à l'indienne, hein, donc tout de suite un attroupement d'Indiens parce que donc moi je commence à descendre, il y a un policier qui arrive, donc le policier, première action, il dit à l'expatrié, toi tu vas t'asseoir, et il ne fait pas de constat et tout ça, ça sert à rien, donc il a fallu donner un billet au motard, qui était tout à fait en tort, pour que ça s'arrête. Permis de conduire, il suffit de donner un billet, on a le permis de conduire. Alors certes, on a le permis de conduire en France, mais il n'y a pas d'épreuve. Hein. Et on trouve ça à tous les niveaux. J'étais à Moscou avant, la corruption en Russie, j'allais dire, c'est des professionnels. Là, c'est à tout niveau, avec un amateurisme assez marqué quand même. La lutte contre l'argent sale, donc je vous l'ai raconté un petit peu en avance de phase sur le blocage de la circulation des billets de 100 et de 50 euros. Roupies, pardon. Alors le respect de la vie, je suis très dubitatif, donc Robert vous a déjà présenté plusieurs choses. Ils respectent les animaux. Alors ils ont des bracelets qui font du bruit pour ne pas écraser les insectes et tout ça. J'ai un collègue qui a retrouvé un python dans sa salle à manger. Il a appelé les gardes. Les gardes ont pris le... J'ai quand même un petit peu du mal avec ces notions de respect de la vie. C'est quand même très très sélectif, je trouve. Et l'autre caractéristique, c'est que les Indiens, vus par les Occidentaux, sans avoir connaissance de caste, de hiérarchie, je trouve que le mode de fonctionnement entre eux est très dur. Très dur. Alors, quelques exemples. En Inde, c'est la politique du plein emploi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chômeurs, mais c'est la politique du plein emploi. Quand vous prenez l'autoroute, en France, vous avez le distributeur pour payer ou pour prendre le ticket, et puis vous faites les opérations. En Inde, ils sont 2 ou 3. Un pour vous prendre la carte ou pour vous donner le ticket, l'autre pour vous rendre la monnaie si vous payez. Enfin bon, ils sont 2 ou 3 à chaque poste automatique. Hein. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on a eu une formation, quelque temps après notre arrivée, donnée par une femme indienne, sur comment appréhender la vie en Inde. Et donc, cette femme qui était cultivée, qui était éduquée, qui avait enseigné à l'étranger, était très occidentalisée quand même. Hein. Et elle nous demande nos impressions par rapport à l'Inde, puisque ça faisait quelques mois qu'on y était. Donc je lui raconte déjà le péage, elle me dit oui, ça prouve rien. Bon ben je lui dis regardez-vous, vous nous expliquez les différences, vous avez commandé un café au garçon de l'hôtel, puisque c'était dans un hôtel, ça fait à peu près 10 minutes qu'il tient le café à côté de vous, vous lui avez rien dit, vous n'avez pas pris la tasse, il attend depuis 10 minutes que vous voulez bien prendre la tasse. Là, il était un petit peu embêté quand même. Voilà. Donc, c'est vraiment très particulier et ils sont durs entre eux. Et s'il y a autant de chauffeurs ou de maîtres qui travaillent les expatriés, c'est pas tellement qu'on appelle, c'est eux qui sollicitent, vraiment, c'est eux qui sollicitent. Hein. Ils préfèrent de très loin. Bon, c'est sûr qu'on paye. C'est sûr qu'on paye. Je ne suis pas sûr qu'on paye plus que les Indiens du Compound, mais on a beaucoup plus de respect pour eux.
Mon chauffeur, je lui ai fait un contrat, il n'avait jamais vu ça, bon, c'était le premier emploi. Je lui ai dit, si tu travailles de telle heure à telle heure en semaine, il fallait que j'aille au bureau et qu'il vienne me chercher. Si on a besoin de toi le week-end, on paye plus cher et on te paye le repas. Mais ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Et plus cher, c'était pas très cher. Hein. Donc vraiment, les relations entre Indiens, c'est difficile. Robert, tu... Oui, non, mais je confirme, oui. Oui. Ils sont durs entre eux. Et ils sont durs entre une classe sociale élevée et une classe sociale qui l'est moins, hein, ça c'est clair. Oui, mais sans qu'on perçoive forcément la différence de classe, quoi, hein. Du coup, on a l'impression que c'est au quotidien que c'est difficile. Alors, côté vie professionnelle, donc, nous étions à Bangalore, donc globalement, une bonne compétence, niveau de compétence élevé, des gens travailleurs, pas ultra travailleurs, mais travailleurs normal, je dirais. Il ne faut pas non plus croire qu'ils font des tas d'heures cachées. Ils viennent souvent en bus, donc il y a les horaires de bus qui amènent le matin, ils repartent le soir à horaire réglé, donc je dirais que c'est normal. Ce qui est frappant, c'est l'importance du titre professionnel. J'ai eu plusieurs fois à faire des revues de salaire, puisque je suis resté 3 ans, donc 3 fois. À la limite, ils sont plus intéressés par un changement de titre, j'exagère à peine, pour qu'il soit plus doré, que par du sonnant et trébuchant. Parce que c'est le positionnement social par rapport à son environnement. La hantise de la corruption, là aussi j'ai une belle, je ne sais pas, mais j'ai une anecdote. J'étais le directeur des achats pour la zone APAC, Asie-Pacifique, et lorsque nous avons eu ce contrat de locomotive importante, il a fallu faire tous les achats pour construire l'usine dans le Billa dont on a parlé tout à l'heure. Et donc il y avait beaucoup de négociations et avec des entreprises de génie civil puisqu'il fallait tout construire. Et donc il y avait des acheteurs qui s'occupaient de ça et à un moment donné l'acheteur a passé une commande à une entreprise de génie civil en ayant obtenu une forte ristourne par rapport à l'offre initiale. Il y a eu une lettre anonyme venant d'Alstom disant que l'acheteur, il y avait eu une magouille parce que c'était pas possible d'obtenir un tel niveau de prix. Alstom était hyper sensibilisé sur tous les faits de corruption à l'époque, et en particulier avec les achats et en particulier en Inde. Donc enquête mandatée par le siège parisien, 3 ou 4 auditeurs qui viennent à Bangalore pour vérifier tout ça. Et l'acheteur en question était nommément désigné, hein, donc ça ne sentait pas très bon. Conclusion de l'audit, pas de fait de corruption. Bon, ça je vous le dis, mais vous ne le répétez pas. Si les affaires étaient aussi bien gérées en Inde, à Paris qu'en Inde, ça serait très bien. Mais ça, ils ne l'ont pas écrit. Ils nous l'ont dit, mais ils ne l'ont pas écrit. Et blanchiment total de l'acheteur. Toujours est-il que moi, je me suis senti obligé de réunir toute l'équipe achat et de faire au nom de la société des excuses à cet acheteur parce qu'il était mis en cause, quand même, et nommément. Et je suis certain de connaître la personne qui a fait la lettre anonyme, qui était quelqu'un de la société. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux. Et on aurait pu savoir qui c'était, mais bon, on n'a pas voulu. Alors la soumission aux Occidentaux, je sais que Robert ne partage pas tout à fait. Moi, je trouve que je ne suis pas sûr qu'ils aient compris à 100% que les Anglais étaient partis. Autrement dit, ils sont toujours un peu soumis, enfin moi je les trouve toujours un peu soumis dès qu'un occidental parle et on a du mal à savoir si ils ont compris, s'ils acceptent et s'ils vont faire. À tel point qu'à chaque fois, il faut vraiment les harceler, c'est pas le bon terme parce que ça a une mauvaise connotation, mais il faut vraiment s'assurer que c'est compris et que ça va être fait. Et que ça va être fait dans cette vie et pas dans la prochaine. Hein, parce qu'ils ont quand même le temps, hein, globalement. Oui, enfin, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, nous n'avions pas la même... dans la hiérarchie, je n'étais pas à ton niveau. Et c'est peut-être aussi ce qui fait la différence. Hein. Moi j'étais quand même plus près de la base que tu n'avais été. Et peut-être c'est tout simplement ça qui faisait que aussi. Voilà, moi que ce soit au niveau des compétences, j'ai trouvé vraiment les ingénieurs indiens très très compétents, mais vraiment très compétents.
Et on parlait d'égal à égal, quoi. Moi, j'ai jamais vraiment eu l'impression, pourtant j'étais leur chef à tous, mais voilà. Bon, après, c'est aussi ma façon de manager, hein. Peut-être qui fait que je ne sais pas quel est le sous-entendu. Les gens qui m'ont fréquenté, les Tarbais, là, pour en témoigner, je suis plutôt d'un abord facile, voilà. Je pense qu'il y a tout de même, si ce n'est un profond respect, une grande prudence dans les rapports avec des Occidentaux. Oui. C'est vrai dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ils ne vont pas se frictionner avec un Occidental. Et ça, c'est, je pense, un sentiment que moi j'ai senti à de très nombreuses reprises. Mais c'est vrai en plus que vous représentez l'actionnaire. Quand vous parlez dans un meeting professionnel, vous représentez l'actionnaire. Et donc, il y a aussi cette distance qui se crée. Peut-être. La notion du temps et de l'urgence, ça je l'ai déjà dit. Alors, il y a une usine, Coimbatore, que j'ai eu la chance de diriger pendant une année et demie. Je n'ai jamais vu une usine où les salariés étaient aussi heureux de travailler. Et c'était connu, j'allais dire, de tous les gens du siège qui venaient. C'était un vrai plaisir d'aller dans cette usine. Alors, je vais donner quelques exemples. Donc cette usine, elle n'a pas cessé de grandir. Et tous les ans et demi ou tous les 2 ans, on changeait de site parce qu'il n'y avait plus assez de place pour faire tout ce qu'il y avait à faire dans le prévisionnel. Lors de l'inauguration d'une des nouvelles usines, donc ils avaient bien organisé, j'étais le directeur jusqu'à cette inauguration, ils avaient très bien organisé ça, donc tout le parcours était... et le PDG du Alstom, ferroviaire, Henri Poupart-Lafarge, était venu en Inde pour cette inauguration. Et ils avaient organisé ça, il y a beaucoup d'aides sociales en Inde, donc Alstom aidait une école et ainsi de suite. Et il y avait 5-6 petits-enfants, donc je ne sais pas, entre 8 et 12 ans peut-être, qui étaient là à l'accueil pour remettre le collier de fleurs et ainsi de suite. Et il y en a un qui s'est adressé au PDG et qui lui a dit « Quand je serai grand, je veux travailler à Alstom. » Et le PDG, il a failli pleurer, quoi. C'était vraiment très très émouvant. Mais ils savent le faire. Et là, à chaque fois qu'il y avait des visites, il n'y avait aucun dirigeant qui présentait l'usine. C'est chacun présentait son travail, sa zone de responsabilité. Et souvent des femmes d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette usine, avec des trémolos dans la voix parce qu'elles étaient intimidées, mais elles le faisaient. Et vraiment, on voyait qu'elles étaient contentes. Et on a eu une visite lors d'une grande fête, alors je ne sais plus si c'était Diwali ou une autre, et donc il y avait, avec un directeur parisien, c'est moi qui l'avais amené, et il y a eu lors de cette visite, la matinée entière quasiment c'était la fête parce qu'il y avait Diwali, donc il n'y avait pas eu de travail. Et la personne qui avait organisé tout ça est venue me voir à la fin en disant « J'espère qu'il ne va pas croire qu'on fait la fête tous les jours là ». Mais ça transpirait tellement la joie de travailler qu'au bout d'un certain temps, j'ai fait un séminaire « Pourquoi vous êtes si joyeux au travail ?» pour essayer de comprendre, parce que si j'avais trouvé la recette, j'étais millionnaire. Je ne l'ai pas trouvé. Hein. C'était vraiment leur état d'esprit qui était absolument incroyable. Puis l'obsession de la comparaison avec la Chine, ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est tout le temps ça, tout le temps au quotidien. Ils se posent la question. Ah, c'est la fin. Ouais. Fini sur une note touristique. Donc, on a beaucoup travaillé, mais on a quand même fait un peu de tourisme. Donc on vous montre quelques photos de nos périples. 3 diapos de 3 sites, 3 régions, 3 sites qui m'ont particulièrement plu. En particulier le premier, là en haut à gauche, c'est le site de Hampi. C'est une pure merveille. Alors c'est situé Hampi. Alors c'est dans l'Inde centrale, dont M. Morin dit qu'elle est complètement un peu isolée. Là, effectivement, pour aller à Hampi, même depuis Bangalore, c'est une nuit de bus. Il n'y a pas d'alternative, si ce n'est après la voiture, mais voilà, on y est allé en bus. Et cette photo, elle est prise au petit matin, quand on arrive en bus au lever du soleil.
Et quand on arrive sur le site de Hampi, c'est un éblouissement, vraiment. J'invite les gens qui vont en Inde à ne pas rater, même si c'est pas facile d'accès. C'est vraiment très très beau. Hampi, donc c'est l'ancienne Vijayanagar, je crois que c'est ça, la capitale du royaume de Vijayanagar, qui est un royaume qui était sur le sud de l'Inde, on va dire, et le royaume a duré, je crois, du XIIIe au XVIIe siècle, et puis après ça s'est un petit peu effondré. Et la ville en question était une ville très grande. On dit que cette ville, donc de Vijayanagar, Hampi aujourd'hui, était la deuxième la plus grande du monde, la plus peuplée du monde après Pékin, à cette époque-là. Ouais. Aujourd'hui, il subsiste essentiellement des ruines, des temples et puis de monuments qui ne sont pas religieux. Et c'est dans un cadre somptueux de gros blocs de granit rose avec des champs de riz et des palmiers tout autour. C'est vraiment féerique, hein. Surtout si vous avez la chance de vous y trouver avec une belle lumière. Donc ça c'est le premier site. Le deuxième en bas là c'est Goa. Donc Goa c'est le pendant de Pondichéry côté portugais, hein. C'est une ancienne colonie portugaise, comme Pondichéry était un canton français, et une colonie française jusqu'en les années 50, je crois. À Pondichéry, il continue à jouer à la pétanque. Hein. Il y a un beau monument au bord. Pondichéry, c'est un petit peu, je croirais vraiment au centre de la ville européenne, la ville française. Alors, ça ressemble un petit peu effectivement à une ville française, voilà, avec des rues, avec des noms qui rappellent la France. Ils n'ont pas changé depuis. Bon, c'est un petit peu rigolo. Et donc Goa, c'est les plages. C'est un endroit en plus où les plages sont un peu très propres. En tout cas, quand on va se baigner en Inde, faut pas être trop regardant. Particulier à Bombay. On parlait de Bombay tout à l'heure là, mais c'est vraiment un Bombay au moment de la fête des Ganesh, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment et pas que pour la fête, pour la saleté de la plage aussi. Et donc à Goa, c'était très agréable. Et puis le dernier site à droite, c'est dans le Rajasthan. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous a fortement secoué positivement. C'est Jaisalmer, pardon. Jaisalmer, c'est une sorte de Carcassonne au bord du désert, là. On voit au fond la ville ancienne, hein, ça c'est la ville nouvelle, mais la ville ancienne. Et on s'y est trouvé par hasard au moment de Diwali, de la fête des Lumières. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Des milliers de petites bougies qui s'allument à la nuit tombée, des feux d'artifice qui éclatent partout sur les remparts, etc. Et tout ça dans un cadre qui est somptueux. Jaisalmer à Diwali, au moment de Diwali, c'est vraiment la destination que je recommande vivement. Voilà. Bon, les dernières photos, donc en haut à gauche, vous avez Kochi, donc avec la pêche traditionnelle, avec une raffinerie dans le fond. En dessous, ce sont les backwaters dans le Kerala. Donc là, vous louez le bateau, et puis on vous promène, c'est super agréable. Et à droite, c'est dans le Rajasthan, les Havelis. Donc les Havelis, c'est les maisons des riches marchands qui étaient sur la route de la soie et dans lesquelles on peut loger ou manger suivant ce qu'a voulu en faire le propriétaire. Un petit commentaire sur les backwaters. On peut faire les backwaters touristes, on peut les faire aussi comme habitants du Kerala. Il y a des bus, bateaux-bus plus exactement, backwaters qui circulent sur certains lacs, en tout cas sur certains. Et ça nous est arrivé d'en emprunter. Et on a aussi une très jolie visite qui est possible grâce à ça. Et là, ça coûte nettement moins cher que les bateaux touristiques. Voilà, ça termine cette petite présentation. J'espère que vous avez apprécié. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.fr.
www.univision.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.